Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité dans Libre Ensemble. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir François Reinhardt. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonjour François Reinhardt. Bonjour Catherine. Écrivain, journaliste, vous nous offrez ce roman, un roman historique, tout est vrai, 100%. Donc Roger. C'est un récit, disons. C'est un récit, c'est vrai, c'est pas un roman, je me trompe. Roger, héros, traître et sodomite. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que ce destin de Roger Casement englobe les principaux questionnements de notre époque aujourd'hui. Quels sont-ils? Vous les découpez en 3 parties. 3 ans de votre vie, vous avez mis 3 ans de votre vie pour écrire ce roman. Bon, d'abord, comment avez-vous rencontré Roger Casement? Depuis une dizaine d'années, j'écris des grandes synthèses historiques. J'ai fait une histoire du monde, une histoire de France, une histoire de l'Europe. Et je cherchais, je me disais, je vais essayer de raconter l'histoire autrement. Je vais essayer non pas de faire une grande synthèse, mais de raconter l'histoire en prenant un personnage. Et ce personnage me permet de raconter des moments d'histoire. Et par les hasards de... alors là, je ne sais plus du tout comment je l'ai rencontré, mais au fil d'une recherche sur autre chose, je suis tombé sur lui et je me dis, mais ce personnage est extraordinaire, parce que c'est un personnage, je ne vais pas tout dévoiler, mais qui permet de nous... Donc on est au début du XXe siècle, il permet d'une part de raconter l'Afrique coloniale, puisqu'il était diplomate et qu'il était diplomate dans l'Afrique coloniale. D'autre part, il est devenu militant irlandais, donc ça nous permet de raconter qu'est-ce que c'est l'indépendantisme irlandais, qu'est-ce que c'est la lutte contre les Anglais, etc., pendant la guerre de 14. Et puis troisièmement, il y a toute une part de sa vie qui est une vie secrète, et qui me permet de parler de qu'est-ce que c'est qu'une vie secrète, qu'est-ce que c'est qu'une sexualité secrète au début du XXe siècle. Donc voilà, ça faisait 3 choses. Dans les biographies classiques de Roger Casement, ces 3 choses sont entremêlées, puisque les biographies elles suivent sa vie. Donc je me suis dit, je vais faire un récit biographique. Alors, pardon, pour moi qui n'est pas un roman, j'espère que ça se lit comme un roman. Mais... Ça se lit comme un roman, voilà. C'est ça. On se dit, mais c'est tellement aventureux que ça ne peut être vrai. Voilà, tout à fait. Et en fait, c'est pas un roman dans le sens où simplement c'est pas de la fiction, j'ai rien inventé, tout est vrai. Et donc j'ai voulu faire un récit biographique, mais ce récit biographique, je vais raconter cette vie fabuleuse, cette vie incroyable, en centrant à chaque fois sur... de raconter en même temps l'Afrique coloniale, en même temps la question irlandaise, etc., et la guerre de 14, et en même temps, qu'est-ce que c'est qu'une vie homosexuelle secrète au début du XXe siècle. Comment se fait-il qu'il soit si peu connu chez nous, France, Belgique? Alors c'est vrai que vous n'êtes pas le premier à écrire ou à vous inspirer de sa vie. Mario Vargas Llosa, en a fait un roman il y a quelques années, en 2010, Le rêve du Celte, voilà. Mais comment ça se fait qu'il est si peu connu chez nous? Alors ça, c'est une bonne question, et qui est différente. Roger Casement, il est très connu en Irlande, c'est un héros irlandais, parce que c'est un homme qui a lutté, qui a donné sa vie pour défendre l'indépendance irlandaise, donc il est très connu en Irlande, il y a un aérodrome qui s'appelle Casement, il y a des rues, des écoles, des machins. En France, il n'est pas du tout connu. Il n'est absolument pas connu parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais traversé l'histoire de France, en fait, puisque quand il était au Congo, c'était le Congo de Léopold de Belgique, ensuite l'Irlande, l'Allemagne pendant la guerre, etc. Il n'y a rien qui concerne l'histoire de France. La Belgique, il a été connu en Belgique, il a été connu et mal connu en Belgique, parce qu'en 1903, quand il fait son enquête dans le Congo de Léopold et qu'il documente les horreurs qui se passent dans le Congo de Léopold, il devient un personnage qui est attaqué par l'ensemble de la presse belge, sauf la presse d'opposition socialiste qu'il défend, et ensuite il va être le camp léopoldien va détester Roger Casement, puisque c'est cet individu qui a osé salir le grand roi en racontant qu'il se passe des horreurs au Congo, etc. Et puis ensuite, quand pendant la guerre de 14, pour soutenir le nationalisme irlandais, il est allé en Allemagne, pour encore une fois, le camp léopoldien, eh bien, c'est bien la preuve que ce type est une infecte ordure, puisque non seulement il voulait salir le roi Léopold, mais ensuite, vous voyez, il est du côté des ennemis, etc. Donc, en Belgique, il y a eu pendant longtemps une petite mémoire de lui, mais une mémoire ultra négative, c'est le traître, le salaud, etc. On ne l'a pas beaucoup étudié dans les écoles. Non, ça c'est sûr. Non, mais c'est rare que dans les écoles, on apprenne les histoires de quelqu'un qui est considéré comme un traître, si vous voulez. Bien sûr. Je me suis laissé dire que vous étiez tombé sur son histoire et son récit en fouillant quand même historiquement dans des archives, dans des textes, pour parler de justement toute cette période de la colonisation, et notamment belge. Qu'est-ce qui vous attirait dans cette histoire-là, et puis dans cet énorme Congo que Léopold II a voulu? Alors, pour raconter l'histoire coloniale, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin, d'extraordinaire, oui, c'est pas extraordinaire dans un sens sympathique, voilà, c'est quelque chose d'incongru, disons, puisque à l'époque, à la fin du XIXe siècle, l'ensemble des puissances occidentales, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., se découpent des pays dans l'Afrique. L'Afrique va être
pratiquement entièrement colonisé, à l'exception de l'Éthiopie. Et Léopold de Belgique, lui, il va avoir une colonie en Afrique en son nom propre, c'est sa propriété personnelle. Léopold de Belgique, il était hanté depuis son jeune temps, depuis qu'il était prince, à l'idée « je veux une colonie ». Ensuite, quand il est devenu roi, il voulait avoir une colonie parce qu'il estimait qu'il ne voulait pas être roi d'un petit pays. Il était un peu mégalomane, disons. Voilà. Et donc, il estimait qu'il fallait une colonie à la Belgique. Et la chose extraordinaire, c'est un exemple unique en Europe, c'est son gouvernement ne voulait pas de colonie. Le gouvernement belge refusait d'avoir une colonie parce que le gouvernement belge estimait, à raison me semble-t-il, que premièrement il fallait avoir une marine importante pour aller, parce que si vous avez une colonie, vous avez besoin d'une marine importante pour aller jusque-là. Hein. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement belge estimait, encore une fois à raison, que la course coloniale était telle que ça brouillerait la neutralité belge. La Belgique était née sur l'idée que ce serait un pays neutre en 1830 et donc la Belgique ne voulait pas être dans un camp dans lequel il y avait des disputes entre les Anglais, les Français et les Allemands et il voulait pas rentrer là-dedans. Donc le gouvernement belge refusait cette chose-là et Léopold, obstiné, voulait sa colonie. Il a voulu des colonies partout. Hein. On parle il y a eu le Congo, il a eu le Congo, mais il avait pensé aux Philippines, il avait pensé à avoir un bout de l'Empire ottoman, il avait demandé à l'Argentine, il ne pouvait pas avoir un bout de l'Amérique du Sud, c'est extraordinaire. Il aurait pu y avoir je sais pas comment s'appelle la région du sud de l'Argentine qui est célèbre, enfin le truc. Patagonie. Oui, la Patagonie. Voilà, exactement. Il aurait pu avoir une Patagonie belge, quoi. Bon, voilà. Et c'est tombé sur le Congo par hasard, parce que l'explorateur américano-britannique Stanley, il a fait une reconnaissance du Congo, et lui, il a été approché par des émissaires de Léopold de Belgique qui ont dit, est-ce que, etc. Stanley a d'abord refusé, parce que Stanley a dit non, moi je suis britannique, je vais aller voir mon gouvernement, et le gouvernement britannique ne voulait pas du Congo, donc du coup il a accepté la proposition de Léopold de Belgique, donc c'est un hasard total, et une incongruité qui est cet homme seul, cet homme seul se retrouve avec comme propriété personnelle un immense Congo dont il fait un État qu'il appelait un État indépendant du Congo. Où il n'a jamais mis les pieds d'ailleurs. Où il n'a évidemment jamais mis les pieds, oui. Vous dites d'ailleurs que si le gouvernement avait eu ce pays, ce qui s'est passé par la suite, jamais les exactions qu'on y a connues ne se seraient passées et déroulées. Alors donc le problème de Léopold, c'est que donc il a cet immense Congo, 80 fois son royaume de Belgique, hein, 80 fois, c'est absolument dément. Et lui, il est alors il y a une ambiguïté de savoir est-ce que c'est un type qui avait des vraies idées humanitaires et qui a été dépassé par les exactions, ou est-ce que c'est un cynique qui voulait juste faire de l'argent? Ça, il y a deux écoles et je ne vais pas trancher ça. Mais en tout cas, quand il a ce Congo, il pense que le Congo va lui rapporter de l'argent. Quand il a le Congo, il l'obtient officiellement à la conférence de Berlin en 1885. Quand il obtient le Congo, il pense que en fait, le Congo ne lui rapporte rien. Il y a très peu. Il y a un peu de défense d'éléphants et pas grand-chose. Et il y a quelque chose qui va sauver son Congo, c'est le boom du caoutchouc. Le fait que dans les années 1890, le caoutchouc brusquement devient très important à cause des pneus et à cause des canalisations de l'électricité. Et donc il y a une demande de caoutchouc et dans le Congo, il y a à foison des arbres à caoutchouc, des arbres qui donnent du caoutchouc. Donc là, Léopold de Belgique va pousser à ce qu'on récolte le caoutchouc et il pousse tellement en donnant le pouvoir à des sociétés privées, des sociétés concessionnaires, que les quotas demandés aux populations sont atroces et pour augmenter les quotas, on massacre dans les villages, on coupe les mains, etc. Enfin, toutes ces choses, voilà. Et donc, alors, c'est ça qui s'est passé, l'horreur du Congo, c'est cette chose-là. Alors, il faut reconnaître que Casement, quand Casement... C'est ça qu'il découvre, lui, quand il met les pieds là-bas. C'est ce qu'il découvre quand il va enquêter là-dessus. Il découvre toutes ces horreurs qui sont faites. Et lui, Casement, il pense... Lui, c'était pas du tout un anticolonialiste à ce moment-là. C'était quelqu'un qui était colonialiste, qui pensait que la mission civilisatrice de l'Europe, c'était d'aller civiliser les sauvages, comme on disait à l'époque. D'ailleurs, mais avec une petite sauce de bonne conscience. Hein, on allait pour leur bien, évidemment. Complètement, bien sûr. On allait coloniser avec l'idée, on va leur donner la civilisation. Et lui, donc Casement était persuadé, était complètement imbu de cette idée-là, parce que c'était une idée de l'époque. Et donc lui, ce qu'il pensait, c'est que ce qui allait mal au Congo, c'était que c'était une propriété privée. Donc il fallait que ça aille à un gouvernement. Donc quand il a fait son rapport, après il est devenu militant d'une association qui militait pour que le Congo devienne le Congo belge et plus le Congo de Léopold de Belgique. Et c'est ce qui a finalement advenu en 1908. Oui, le CRA, c'est ça? Congo Reform Association. Vous dites d'ailleurs que c'est la première campagne humanitaire de l'ère moderne. Pour les Irlandais aujourd'hui, Casement reste un héros, hein, c'est un héros, et on l'appelle effectivement le père de l'intervention humanitaire. C'est le premier, c'est son rapport qui fait que
un pays a le droit d'intervenir dans un autre pays s'il s'y passe des horreurs, et un pays a non seulement le droit mais le devoir d'intervenir. Alors pour mettre un bémol à tout ça, la chose qui est vraie, c'est que dans les autres colonies qui étaient détenues par des pays européens à la fin du XIXe siècle, en Afrique, il y avait d'autres massacres qui se passaient, alors que ces colonies n'étaient pas des entreprises privées, c'était tenu par, en ce qui est aujourd'hui la Namibie, qu'on appelait le sud-ouest africain, ça appartenait à l'Allemagne, et il y a eu un génocide, qui était le génocide de deux populations, les Herero et les Nama, dans les colonies françaises. Il y avait des horreurs qui se passaient. Il y a le Congo belge, enfin le futur Congo belge, le Congo de Léopold de Belgique, et de l'autre côté du fleuve Congo, il y a le Congo qu'on appelait le Congo français à l'époque, le Congo-Brazza. Il y avait à peu près les mêmes horreurs qui se passaient. Et donc voilà, c'est... Vous dites qu'à un moment donné, effectivement, la conscience commune bascule. Ce qui a été toléré ne l'est plus, est intolérable. Roger est vraiment mis en avant et devient un héros, tout tombe. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il part vers d'autres cieux? Alors, ça c'est les mystères d'un individu, et c'est pour ça que j'ai adoré suivre ce personnage, parce que c'est pas un personnage d'une pièce, c'est pas un saint, c'est ni un saint ni une ordure, c'est quelqu'un qui d'une pièce shakespearienne à une autre. Et tout à fait, il y a un côté comme ça, et donc effectivement, Roger Casement devient célèbre avec ce rapport qui dénonce, on l'écoute, il devient une personnalité, etc. Ensuite, il va faire un autre rapport sur d'autres horreurs qui se passent en Amazonie, où on massacre les Indiens, pareil, pour récolter du caoutchouc. Donc il devient un héros, et en même temps qu'il devient un héros britannique, il a déjà une autre cause dans la tête, qui est la cause irlandaise. Il est devenu un Irlandais farouche, un défenseur farouche Alors qu'il est protestant. Donc il est né en Irlande, mais il est anglo-protestant, anglo-irlandais comme on les appelait à l'époque. Et c'est-à-dire c'est un protestant d'Irlande. Il est né dans ce qui est aujourd'hui, il est né à Dublin, mais il a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord. Et quoique protestant, il devient un sympathisant de la cause irlandaise, qui est majoritairement défendue par les catholiques. Et ces gens ne veulent plus des Anglais, ils veulent que les Anglais dégagent et que l'Irlande ait son autonomie. Donc il va d'abord devenir, dans les années 1900-1910, un défenseur de l'autonomie irlandaise, qu'on appelle le Home Rule, le fait que l'Irlande puisse avoir son gouvernement en soi. Et puis ensuite, il va avoir le sentiment que les Anglais sont des traîtres, que les Anglais, on ne peut pas leur faire confiance. Alors qu'il était décoré de la dignité de compagnon de l'ordre de Saint-Michel. Tout à fait. Et il a même été fait chevalier par le roi d'Angleterre. Il a été un knight, c'est Sir Roger Casement. Et là, il est de plus en plus virulemment irlandais. Donc il passe, comme vous dites très justement, mais c'était un homme entier dans ses combats. Il était entier. Il se radicalise complètement. Il était entier dans le combat pour défendre les indigènes, etc., qu'il a défendu avec un courage extraordinaire. Il est entier dans le combat irlandais. Il devient un militant farouche, un militant rabique, comme on dit quelquefois en Belgique, de la cause irlandaise. Et c'est ça qui va faire en 1914 cette chose incroyable qui va... Pour chasser les Anglais d'Irlande, il va se dire je vais aller en Allemagne chercher un appui pour les... C'est un dément, parce que c'est une rupture, enfin c'est incroyable, c'est une rupture totale, vous imaginez, ça veut dire qu'en 1914, dans l'ambiance de 1914, dans l'ambiance ultranationaliste de 1914, il va chez l'ennemi, il rompt avec tous les gens, tous ses amis, tout le milieu qui défendait, etc. À la différence des révolutionnaires irlandais qui étaient d'accord avec lui et qui l'envoyaient en Allemagne pour défendre une révolution irlandaise contre les Anglais, tous ses autres amis, il était très ami avec tout le monde intellectuel anglais. La plupart des gens disent mais il est dingue, il est fou, on ne va pas en Allemagne en 1914, c'est pas possible. Et donc il a rompu avec tout le monde. Il va le payer d'ailleurs. Oui, très cher. Ouais. Comment peut-on justement passer d'une folie à l'autre? Vous pointez quand même peut-être effectivement un caractère qu'on dirait aujourd'hui bipolaire, clairement, qui fait que ce personnage est si romanesque. Oui. Alors effectivement, il est toujours entier dans ses combats. Par ailleurs, effectivement, dans la vie, il était sur des montagnes russes. Voilà, up and down, toujours. Donc, il va en Allemagne en 1914. Il va rester 1 an et demi en Allemagne. Et là, il passe des longs mois dans une maison de santé parce qu'il est au fond du trou avec l'idée peut-être qu'il doute par rapport à la réalité des choses. Est-ce qu'il a bien fait de choisir ça, etc. Enfin, c'est des trucs, c'est vertigineux pour un homme. Puis en plus, il est complètement seul en Allemagne. Il n'a pas ses amis, il n'a pas ses connaissances, etc. Il a des amis allemands, mais bon, voilà. Donc, effectivement, il a cette espèce d'entièreté. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est le passage du combat contre l'horreur coloniale au combat pour le nationalisme irlandais, parce que lui, il va faire un lien avec l'idée que l'Angleterre fait
aux Irlandais ce que Léopold fait au Congo, en quelque sorte. Hein. Et ça, c'est un lien extraordinaire parce que personne à l'époque ne le fait. On est dans une société dans laquelle il y a une différence entre les blancs et les noirs, les civilisés et les sauvages. Hein, et lui, il a cette conscience-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui ne partageaient pas ça. Il y a beaucoup d'Irlandais qui, on va pas comparer aux Congolais quand même. Hein, il y avait cette idée-là. Et lui, il commence à avoir cette idée-là. Ça me paraît une idée incroyablement moderne. Oui. C'est un homme très moderne. Oui, par bien des côtés, il est moderne. Oui. Donc sa vie d'homosexuel aussi, parce que bon voilà, troisième partie, c'est le héros, le traître et puis le sodomite. Évidemment, une fois qu'il est arrêté et que c'est très difficile pour lui, hein, il est jeté en prison. Et là, on sort des carnets, les fameux carnets noirs d'une malle hein, que les Anglais ont découvert en fouillant un peu. Pourquoi est-ce que cette vie était allée au grand jour? L'homosexualité à l'époque en Angleterre, c'était sous couvert de la loi. Donc effectivement, on vit dans un monde, là on parle de l'Angleterre, on vit dans un monde dans lequel l'homosexualité est interdite. Hein, il y a le plus célèbre procès de l'histoire anglaise de la fin du XIXe siècle, c'est le procès de Oscar Wilde, qui était donc le dramaturge le plus célèbre au monde, qui est tombé de son piédestal et qui a été accusé de sodomie, hein, qui était accusé d'homosexualité et qui a fait du bagne pour ça. C'est quand même dément. Hein, donc c'était des travaux forcés, hein, c'était horrible. Et donc on est dans ce monde-là, dans l'Angleterre de cette année-là. Quand la police effectivement fouille, parce que quand il est à Berlin, on fouille les malles qu'il a laissés à Londres et on trouve ses carnets. Et alors la chose qui est intéressante, c'est que la police va se servir de ces carnets, mais pas de manière ouverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, éventuellement, on découvrait quelque chose qui atteint aux mœurs, aux bonnes mœurs, etc. On en ferait quelque chose de public. À l'époque, les Anglais ne font pas ça. Ce serait étalé dans les journaux tout de suite. Voilà. Sur les réseaux alors, sociaux. tout à fait. Là, les Anglais, quand il est pris, il y a un procès. Et secrètement, de manière subreptice, la police anglaise fait fuiter ça auprès de journalistes complaisants, de l'ambassadeur des États-Unis. Voyez l'homme que vous aimez tant, voyez le type que vous voulez défendre, voyez ce que c'était que sa vie. Et donc il y a ces carnets. Mais ces carnets, encore une fois, les journaux n'en parlent pas parce que c'est interdit, la censure. On n'a pas le droit de parler de ces choses-là dans les journaux, donc on n'en parle pas. Et les Anglais ne s'en servent pas dans le procès qu'ils font à Roger Casement. C'est vraiment un truc de basse police. C'est vraiment pour salir un homme sans le dire. Voilà. Et du coup, se met en place une théorie après qui est les Irlandais disent puisque les Anglais ont fait ça, c'est bien la preuve que ces carnets sont des faux et que ce sont des faux qui ont été fabriqués par la police anglaise. Donc là, après, je ne vais pas tout dévoiler. Bien sûr, on va laisser le garder plaisir le du livre. Mais voilà. C'est vraiment, on peut dire que Roger est un martyr réel de sa modernité. L'humanisme qu'il portait en lui et puis son identité sexuelle, la vie qu'il a voulu avoir de manière intime, en faisait quelqu'un de très moderne. Est-ce que c'est un martyr de la modernité? Est-ce qu'aujourd'hui, Roger pourrait plus facilement s'en sortir? Alors, c'est intéressant votre question, mais moi je le vois pas comme ça parce que le combat pour la défense de ceux qu'on appelait les indigènes, hein, on disait comme ça, c'était le vocabulaire de l'époque, du Congo, ça effectivement c'est un combat très moderne, c'est quelque chose, c'est un homme qui, bon voilà, c'est tout le droit humanitaire, etc., qui était balbutiant et que lui, voilà, il défend, il prend à bras le corps. Son combat pour l'Irlande, c'est-à-dire quand le Royaume-Uni est en guerre contre l'Allemagne, moi je choisis l'Allemagne contre le Royaume-Uni, c'est de tout temps cette chose-là, parce qu'il y a eu d'autres guerres où c'était comme ça. Si vous voulez, quand les Américains, enfin quand les colons anglais d'Amérique ont fait la guerre contre l'Angleterre pour faire leur guerre d'indépendance, ils sont allés s'allier aux Français, hein, Lafayette, pour lutter contre les Anglais. C'est le même truc. Lafayette, c'était un représentant du pays ennemi de l'Angleterre qui était la France à ce moment-là. Donc ça, ces histoires de triangulation, c'est quelque chose qui existe toujours. Mais ça pourrait se passer aujourd'hui, hein, quand il y a les questions de séparatisme, etc. Si je ne le souhaite évidemment pas, mais si la Belgique était en guerre avec un autre pays, est-ce que quelqu'un qui est un séparatiste flamand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir Bruxelles ou il va choisir bon, c'est une question qui se pose pour tous les gens qui sont séparatistes, hein, les Corses en France, les Catalans en Espagne, etc. Donc effectivement, c'est une question moderne, mais qui a existé, qui a existé auparavant. Et sur l'homosexualité, c'est très compliqué de répondre dans la mesure où, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces carnets qui ont été trouvés, mais il y a toujours le doute, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, etc. Ensuite, lui-même n'a jamais pris de position par rapport à ça.
Voilà. Et en tout cas, moi, dans le livre, ça me sert à essayer de faire des petites leçons d'histoire pour expliquer l'histoire de la sexualité au début du XXe siècle, etc. Parce que c'est très méconnu. Hein, on avait très peu d'images de ça. Et donc d'essayer de rappeler ça, de raconter tout ça, et ensuite de poser cette question qui est: est-ce que son identité sexuelle, elle a joué sur ses combats? Mais c'est une question qui est actuelle, mais moi je suis incapable d'y répondre. Je ne sais pas, parce qu'on trouve autant d'exemples dans un sens que dans l'autre. Casement, je pense qu'il était homosexuel et il a défendu les indigènes du Congo, mais il y avait des gens qui étaient des racistes patentés, qui étaient homosexuels aussi, et qui étaient des colonialistes fervents et qui pensaient à la supériorité, à la domination blanche, etc. Donc c'est très compliqué de... Mais voilà. Vous nous donnez toujours quand même à réfléchir, c'est ça ce à quoi sert l'histoire, évidemment, vous qui êtes un grand amoureux de l'histoire, à nous faire réfléchir à nos vies aujourd'hui, nos identités, en tout cas toutes nos réflexions d'humains. Alors c'est tout à fait le but du livre, merci beaucoup de le souligner, parce que c'est exactement le but du livre. Moi je suis totalement, on parle dans un monde laïque, je suis totalement laïque dans le sens où j'aime l'esprit critique, le libre examinisme, etc. Donc ça m'est très cher. Et là, j'ai aimé ce personnage-là parce que j'écris pas la vie d'un saint, pas du tout. C'est quelqu'un qui est le contraire d'un saint, puisque c'est quelqu'un qui est constamment pris dans des paradoxes, etc. Et moi, j'expose ces paradoxes, mais je ne les réduis pas. Moi, je dis ni qu'il est bon, ni qu'il est méchant, etc. Je dis que c'est un homme et comme n'importe quel être humain, vous, moi, les gens qui nous regardent à la télé ou qui nous écoutent à la radio, etc., eh ben, ils sont eux-mêmes des boules de complexité avec des forces complexes. Hein, et dans ces forces complexes, il y a les choses qu'on découvre, comme lui, il découvre le Congo, etc. Donc est-ce que ça m'amène à un combat ou est-ce que ça m'amène pas à un combat? Il y a les choses qui sont nos idéaux, où on place ces idéaux, est-ce que l'Irlande est plus importante que l'Angleterre, etc. Et puis il y a la complexité de notre constitution, de notre sexualité, nos désirs, hein, qui sont évidemment, on est tous constitués de désirs, l'être humain est fait comme ça, et est-ce que ces désirs jouent sur nos engagements sociaux, etc. C'est des questions que je pose, voilà, sans forcément les résoudre. Est-ce que sans doute la laïcité peut permettre justement de vivre au mieux ces identités multiples? Ah bah ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Par exemple, il y a encore, enfin, avec tout le respect que je peux avoir pour le catholicisme, mais il y a quelque chose qui m'a toujours heurté dans le catholicisme, c'est le fait de mettre en avant les vies des saints, c'est-à-dire de penser qu'il y a des individus qui sont sans tache, qui sont les saints, c'est-à-dire que eux, ils sont, alors que qu'il est, quoi, comme si on pouvait s'exclure, comme si par Dieu vous donnait le pouvoir de vous exclure de la sexualité, de vos désirs, etc. Mais c'est stupide ce truc-là. Personne n'est exclu de ça. Donc voilà, je n'aime pas le principe du saint, si vous voulez. J'aime le principe du héros, ce qui est autre chose. Hein, c'est quelqu'un qui, avec courage, défend une cause parce qu'il pense que cette cause est juste, etc. En Belgique, en France, etc., il y a des tas de gens qui ont été des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont résisté aux nazis. C'est chapeau bas, c'est des héros formidables et tout ça, mais on ne leur demande pas d'être des saints. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à ces gens-là, en plus, d'être vertueux dans toutes les actions de la vie et de n'avoir aucune sexualité, parce que la sexualité c'est mal, etc. Mais c'est stupide. Donc lui, c'est une patte humaine extraordinaire, quasiment. Vous parlez de religiosité. Que dire alors aujourd'hui? On s'égare un peu, mais enfin, puisqu'on parle de laïcité, des signes religieux, justement. En 89 déjà, vous écriviez un article qui avait été choc sur le port du voile et de ces jeunes filles à qui qu'on avait forcé d'enlever le voile. Plus de 30 ans après, quel est votre regard à nouveau sur ces problèmes-là? C'est touchy, hein. Vous disiez déjà à l'époque, le foulard c'est un cas d'école pour la laïcité. Oui, parce que voilà. Aujourd'hui d'autant plus. Je ne pensais pas qu'on allait revenir là-dessus, parce que franchement, je suis comme plein de gens, je suis incapable de résoudre cette question, parce que dès que je pose la question, il y a une autre question qui vient, etc. Donc évidemment... évidemment, mon espoir serait que tout le monde puisse vivre... si on est laïque, on pense que tout le monde doit vivre libre et ensemble. Donc cette liberté comporte... Le culte aussi. Voilà, bien sûr. Donc que chacun a le droit de croire ce qu'il veut et chacun a le droit de vivre comme il veut, etc. Et chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Donc voilà. Et en même temps, il est bien évident qu'il est clair que le voile est un signe de soumission. Hein. Donc est-ce que moi, laïque, ma liberté doit aller jusqu'à permettre à l'autre d'être libre, d'être soumis en quelque sorte? C'est ça le paradoxe, c'est ça qui est très compliqué et qui est franchement grands enjeux de 2020
2022, puisqu'on termine cette année 2021. Quelles seraient les pistes? Quel bilan faites-vous de cette année 2021? Puis là, on n'a pas le temps de l'aborder, mais ce sera encore un autre débat sur la santé circulaire après cette pandémie, sur notre planète qui est malade et ces mouvements de la COP qu'on vient de suivre. Que dire? Que dire en cette fin de 2021 et quels seraient vos espoirs, vous, d'historien qui regarderez vers le futur? Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, en tout cas en France, en cette fin d'année 2021. La France est dominée il y a des débats qui sont imposés par l'extrême droite, qui sont les débats identitaires. Donc tout tourne autour des débats identitaires. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Il y a des vrais Français, des faux Français, etc. Moi, mon fond laïque me dit qu'il n'y a jamais de vrais et de faux Français, ou des vrais ou des faux Belges, etc. Il y a des citoyens, et tous ces citoyens méritent le respect et ont le droit de vivre normalement, etc. Donc déjà, par principe, cette chose-là m'exaspère. Je n'aime pas que dans un peuple, on trie avec les bons et les mauvais en fonction de toi, tu as 3 siècles derrière toi, donc tu es un bon, et toi, tu viens d'arriver, donc tu es un mauvais. Non, on est tous ensemble dans la même rame de métro, et il faut qu'on essaie de la faire avancer. Donc ça, c'est déjà une chose. Et l'autre chose qui m'exaspère, c'est que ces débats étouffent tout le reste et méprisent les vrais débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir comment dire, si vous voulez, pour simplifier, enfin en tout cas ce qui est de la vie politique française, j'ai l'impression que domine à cause de l'extrême droite dans l'opinion l'idée qu'il y a 2 ennemis qui torpillent la France, etc. C'est les musulmans français et c'est Bruxelles, c'est la méchante Union européenne, etc. Et alors que moi je pense qu'il y a des grands ennemis, et que les grands ennemis ne sont pas ceux-là. Les grands ennemis, c'est un monde multipolaire, puissant, etc. La Chine qui veut reprendre son truc, la Russie qui nous bombarde et qui essaie de pirater nos élections, nos algorithmes, etc., qui passent leur temps à ça parce que c'est des gens qui veulent notre mal. Et que l'Europe, elle est là pour nous protéger contre ces gens-là. Donc moi, je suis européen pour cette raison-là. Et que la deuxième chose, les problèmes sociaux me paraissent bien plus importants que les problèmes identitaires. C'est-à-dire que de défendre... En Europe, partout... L'urgence sociale. Oui. L'urgence sociale, partout, on a un modèle social qui est extraordinaire, le fait de la protection sociale, etc. Et ça, c'est en train d'être balayé par l'arrivée des grandes firmes américaines, des Uber et des trucs qui foutent par terre le modèle social. Je pense que les grands combats, c'est les combats sociaux et les combats... Voilà. Et puis évidemment, comme vous l'avez dit, l'immense, énorme combat écologique, le fait de défendre tous ensemble notre planète. Donc voilà, ne nous trompons pas de combat, quoi. Alors avec beaucoup d'humour, justement, dans les premières pages de votre livre, on peut lire avec ce cynisme, la place que l'Europe, la civilisation occidentale avait, et la prétention surtout. Voilà, aujourd'hui, avec ce regard-là, on pourrait peut-être un petit peu... faire œuvre d'humilité, on va dire. Merci beaucoup, François Reynard. Ah oui, je voulais ajouter donc beaucoup d'humour et une facilité de lecture qui est... Ah, voilà, c'est dégoulinant, c'est superbe. Voilà, moi j'ai adoré. François Reynard, Roger, aux éditions Fayard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview et puis bonne année 2022 alors presque. Merci à vous. À bientôt. Merci de nous avoir suivis et vous aussi. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous de la laïcité. Merci.